Parlons vrai. Les informations avec Elsa Ruot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron va se rendre à Marseille d'ici un mois. Le président de la République a tenu une réunion de crise à l'Elysée consacrée au narcotrafic. Réunion avec tous les acteurs concernés qui fait suite au drame de jeudi dernier à Marseille. L'assassinat du frère d'un militant engagé contre le trafic de drogue. Les obsèques de Mehdi Kessassi ont lieu cet après-midi. Et cet homicide est inédit dans le pays, a rappelé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à la sortie de cette réunion. Nous avons collectivement constaté que c'était évidemment pas un règlement de compte classique comme on pouvait malheureusement déplorer dans le cadre du paysage de la lutte contre le trafic de stupéfiants et que c'était manifestement un crime d'intimidation, et d'ailleurs plusieurs personnes autour de la table ont évoqué le fait qu'il y avait ici un point de bascule. Ce meurtre préparé était totalement inédit. Donc c'était un véritable point de bascule. Et le ministre de l'Intérieur, lui aussi, va se rendre à Marseille. Laurent Nunez annonce un déplacement jeudi avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Walem Sansal de retour en France, c'est son comité de soutien qui l'annonce. L'écrivain franco-algérien a pu rentrer chez lui. Il avait d'abord été hospitalisé en Allemagne après sa libération la semaine dernière. Walem Sansal avait été gracié par le président algérien après presque un an de détention. Volodymyr Zelensky continue de rencontrer ses partenaires. Le président ukrainien est en Espagne et il annonce se rendre en Turquie demain pour tenter de relancer les négociations. Hier, il avait acté l'achat d'une centaine d'avions Rafale à la France. Paris accusé aujourd'hui par la Russie d'alimenter la guerre. Enfin, on consomme encore trop d'antibiotiques en France. Consommation en hausse de plus de 5% l'an dernier selon Santé publique France. En 2024, plus de 27 millions de patients ont eu au moins une prescription d'antibiotiques, soit 40% de la population. L'agence sanitaire alerte sur le risque d'avoir des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Voilà pour l'info. Bon après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly pour le tiercé écarté Quintet Plus qui avait la victoire du 12 Abel RMF à plus de 40 contre 1. Photographie pour la deuxième place entre le 6 No Limit Dream et le 8 Star Rock. Quatrième le 11 Souvenir des Cajules. Cinquième le 10 Zacapo. 12 photos 6, 8, 11 et 10. Vous retrouverez dans quelques instants le résultat définitif sur sudradio.fr. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons parler de, pas tout à fait de politique aujourd'hui sur Sud Radio durant ces 2 heures, mais on va se poser la question, est-ce que c'est facile d'être la femme d'un président de la République? Alors on a vu comment récemment Brigitte Macron a subi des attaques assez ridicules quant à son identité de genre. Sans nul doute, la haine envers le président a rejailli sur elle. Mon invité Joseph Agostini vient de sortir un livre sur les premières dames de France, enfin les premières dames, en tout cas les femmes des présidents de ces dernières décennies. Et c'est vrai qu'on va passer de Yvonne à Brigitte, en passant par Carla, Bernadette, Valérie et encore bien d'autres. Et on voit qu'il s'agit d'abord de femmes qui tentent de vivre leur vie de femme en fonction d'une époque. En tout cas, en 70 ans, c'est vrai que le monde a énormément changé et la position des femmes a évolué. Mais pour autant, est-ce si facile d'être une femme d'eux ? Je vous pose la question à vous qui nous écoutez. Vous êtes peut-être l'épouse d'un homme qui a une situation professionnelle importante. Et comment parvenez-vous à rester celle que vous avez envie d'être tout en acceptant d'être l'épouse de monsieur ? On peut aussi se poser la question de la vie de couple. En quoi est-ce si contraignant ? Est-ce qu'on perd un peu de son identité justement lorsque on épouse un homme ? Alors aujourd'hui, on n'est pas obligé de prendre son nom, mais c'était encore le cas il y a pas si longtemps que ça. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour témoigner. Et puis si vous avez des questions à poser à Joseph Agostini qui est avec nous sur l'une des premières dames, n'hésitez pas. Je vous rappelle que notre numéro de téléphone a changé pour l'instant. Il faut appeler le 01 53 92 22 60 01 53 92 22 60. Vous le retrouvez sur notre site sur sudradio.fr, évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Joseph Agostini, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Vous avez écrit donc ce livre Première Dame sur le divan aux éditions Duno.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit bien depuis Yvonne, hein, donc la femme du général de Gaulle, jusqu'à Brigitte Macron, on est passé en fonction presque de l'époque et de la société. Hein, on est passé de femmes très différentes. Ah oui, absolument. D'ailleurs, je crois qu'elles ont vraiment la couleur du temps, ces premières dames. Oui, absolument. C'est assez étonnant, d'ailleurs. On se demande si elles ont été obligées, justement. Et c'est ça la question que vous posez aussi un peu dans ce livre. Est-ce qu'on est obligé, finalement, de rester un peu comme les mœurs de son époque ? Mais je crois qu'il y a aussi la question de l'inconscient collectif, au fond, et de la rencontre inconsciente avec l'époque. Et il y a toujours des questions qui taraudent, des non-dits aussi, des manières de faire, des postures. Alors, comme vous le dites, hein, quand on voit Yvonne de Gaulle, au fond, qui n'a jamais été photographiée avec son mari, faut le dire quand même. Oui, mais c'était l'époque où on montrait pas tellement tout le monde en photo. Aujourd'hui, ça serait impensable. Ah ben c'est impensable, exactement. Donc on a Yvonne de Gaulle, effectivement, et on passe ensuite à Claude Pompidou, qui elle invitait des artistes, qui était une esthète. Elle était un petit peu en avance peut-être sur son époque, Claude Pompidou. Et d'ailleurs, on observe, Claude Pompidou était en avance, Anémone était peut-être en retard. On pourrait dire ça, oui. Il y avait comme une résistance. Et à chaque fois, c'est fait de progressisme, comme ça, de moments un peu fastes au niveau de l'évolution, comme ça, de la peut-être se sortir de ce carcan, de ces carcans-là, de ces protocoles. Et puis de moments où on y revient et on tient à la vieille tradition française. Oui, et en même temps, chaque femme, finalement, a quand même marqué son époque. Enfin, on pense par exemple à la femme de François Mitterrand, Danielle, qui s'est quand même permise d'être en contradiction avec son mari certaines fois. Hein, vous en parlez dans ce livre. Et puis, on voit aussi Cécilia, qui au moment où Nicolas Sarkozy est élu, le quitte, hein, c'est assez étonnant aussi ça. On aurait pu penser que ça serait une erreur et finalement pas du tout. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que Danielle Mitterrand, par exemple, représente les années 80 en France. Quand on la regarde dans son look, dans sa manière d'être, dans aussi ses engagements humanistes et humanitaires, il y avait comme ça une envie de porter la parole de la Mitterrandie, alors que à partir de 2007, effectivement, on a affaire à des dames qui s'affranchissent beaucoup aussi quand même de leur mari. Bon, vous parlez de Cécilia effectivement au tout début, mais il y a aussi Valérie Trierweiler. Carla qui continue à sortir un disque après avoir épousé le président. Voilà, qui est une chanteuse et qui le reste, au fond, qui est identifiée comme artiste avant d'être une femme une première dame. Il y a comme ça un affranchissement, alors toujours relatif. Et effectivement, toujours, quand on voit Carla Bruni aujourd'hui tellement fidèle à Nicolas Sarkozy, qui étonne comme ça, par sa ferveur. Hein, oui, parce que c'était une femme très libre, justement, et on a l'impression qu'elle s'est un petit peu glissée dans la peau de la femme de Nicolas Sarkozy. Et c'est ça la question, d'ailleurs, on va se poser tout au long de cette émission avec des femmes qui vont, j'espère, témoigner. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, envoyer un SMS, si vous préférez, Brigitte... au 7 20 18, et je rappelle notre numéro 01 53 92 22 60. Est-ce que, oui, quand on épouse un homme qui a un statut important, est-ce qu'on est obligé un peu de se glisser dans un moule ? Ça semble quand même, si on réfléchit bien, ça semble quand même être un petit peu le cas, je crois. Forcément, enfin ça paraît évident parce que on sait la capacité de la femme à se sacrifier. Oui, mais je crois qu'effectivement, elle doit répondre à des attentes et elle ne doit pas décevoir. Mais vous savez, je pense qu'une première dame, ça peut jouer
un mandat présidentiel. Oui, c'était la question que j'allais justement vous poser. Est-ce qu'au fond, ça donne une couleur de l'homme ? Parce que on est avec telle femme, c'est pas par hasard. D'ailleurs, à un moment donné, vous parlez de peut-être de Gabriel Attal qui pourrait être le prochain président. Mais ce serait la première fois qu'un homme... Un first gentleman. Oui, exactement. Donc tout ça, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, pour l'instant, en France, on n'a pas encore eu de présidente. On a eu des premières ministres, mais pas encore de présidente. Est-ce que les hommes voteraient si facilement que ça pour une femme en France, quand on sait qu'ils sont quand même un peu machos ? On ne sait pas. Ah, mais c'est une question, effectivement, on ne sait pas. Ça a jamais été... Royal peut-être perdu à cause de ça. Enfin, c'est des questions que on va voir ce qu'ils nous disent, ceux qui nous écoutent. Vous savez, je crois que la qualité première de la première dame, c'est l'art de se taire. Parce que c'est très difficile, il me semble, de tenir le protocole en sachant tellement. Parce qu'on sait beaucoup de choses sur l'oreiller. Et quand je dis qu'elle peut jouer un mandat présidentiel, par exemple, pour une réélection, il y a quand même une pression. Bon, on l'a vu avec Daniel Mitterrand, quand même, il y avait une sorte de deal entre eux. C'est-à-dire que lui ne parlait pas de son cancer, que lui ne parlait pas de sa fille, et qu'en échange, elle prenait des libertés, en s'érigeant par exemple contre la dictature chinoise. Et on avait demandé à l'époque à François Mitterrand de faire taire sa dame. Donc il y a un contrat, il y a quelque chose qui se passe. Et à chaque fois, c'est ça dont il est question dans ces couples-là. C'est-à-dire on sent bien qu'on est assis sur un volcan quand on est en couple avec quelqu'un et quand on a un poste de aussi haute responsabilité. Oui, par exemple, vous avez raison, le livre de Valérie Trierweiler a fait beaucoup de tort à François Hollande, ça paraît évident. Alors c'est vrai que ça n'a pas joué, parce que je pense que c'est comme c'était les premiers mois, puisque la rupture a été consommée très vite. Bon, voilà. Mais quelqu'un, par exemple, une première dame qui s'amuserait à parler au moment où le président est en train de se représenter, ça n'a jamais existé. Elles ont été très sages, les premières dames, vis-à-vis de leur mari, quand même. Parce que aucune n'a fait scandale. Vous voyez, c'est la peur du scandale. Et elles ont toujours été très corporate. Après tout, elles ont des intérêts. Elles ont toujours eu des intérêts à l'être. On l'imagine, bien sûr. Mais au fond, il n'y a pas eu de coup de canif violent dans le contrat. Alors, effectivement, vous avez raison, à l'exception de Valérie Trierweiler, mais ça n'a pas duré. Et je crois qu'elle n'a pas vraiment été identifiée en tant que première dame. Parce qu'on connaît François Hollande et Ségolène Royal. C'est bien ça son drame. Absolument, elle l'a dit. Elle a dit qu'elle avait été très déçue. Mais je crois que donc du coup, comme elle n'était pas très identifiée, comme elle n'était pas là depuis très longtemps, sa parole, bien effectivement, elle est un peu escantée comme ça, la renommée de François Hollande, mais ça n'a pas cassé l'idole, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est périlleux, effectivement. Un couple, c'est périlleux. Alors un couple de pouvoir, n'en parlons pas. N'en parlons pas. En tout cas, Joseph Agostini, vous êtes psychanalyste, et dans ce livre, Première dame sur le divan, aux éditions Duno, vous évoquez justement tout l'inconscient collectif, tout ce que véhicule ces premières dames, et vous faites un petit chapitre sur une première dame qui a marqué le monde, Jackie Kennedy, qui en effet, elle aura peut-être quand même eu une vraie place dans la politique des États-Unis. Oui, disons que Jackie Kennedy, c'est la première dame qui s'est distinguée, la première dame, la première First Lady qui s'est distinguée par sa beauté. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire, on n'avait jamais vu une première dame qui mettait en avant son esthétique. Et combien ça a été important pour les femmes. Même. Sa féminité, absolument, son esthétique, justement, si particulière, parce qu'il y avait aussi la petite secrétaire devenue la petite fiancée du peuple, quoi. Il y avait cette idée comme ça qu'elle pouvait charmer les hommes, elle pouvait émouvoir le peuple, et elle pouvait aussi montrer que tout était possible, au fond, à ces Américains. Il n'y avait pas que le self-made man à l'américaine, il y avait aussi cette femme affranchie d'une certaine... oui, c'était encore une mamie. Mamie Eisenhower était très guindée avant elle, vous voyez. C'est pas pareil, oui. Et puis elle faisait des gâteaux aussi dans sa cuisine, c'était autre chose, c'était vraiment la ménagère. Alors que, voilà, Jackie Kennedy a eu cette possibilité, s'est offert cette possibilité-là. Mais je dirais que ce qui est intéressant aussi dans son parcours, c'est à quel point elle est tombée de son piédestal une fois. Oui, une fois qu'elle a épousé Onassis. Absolument, et une fois qu'elle n'a pas justement assumé son rôle de veuve, parce qu'on aurait bien aimé la voir, veuve éplorée
toute sa vie. Alors là, les États-Unis l'auraient adoré. Mais justement, voilà la limite aussi à l'admiration qu'on peut avoir pour les femmes, c'est quand elles sortent de leur rôle, en quelque sorte, le rôle qui leur est dévolu. Et vous pensez que c'est plus les femmes qui souffrent de ça que les hommes ? Ah, mais en tout cas, dans les années 60 aux États-Unis, il est certain. Voilà. Aujourd'hui, ça a bougé, évidemment que les lignes ont bougé. Et aujourd'hui, alors, le couple présidentiel, Brigitte et Emmanuel, vous voyez, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est très très vilipendé. Enfin, c'est quelqu'un qui c'est la première fois quand même qu'un président a de si mauvais sondages. Et qu'il est aussi détesté, absolument. Oui. Et c'est pour ça que je me permettais dans l'intro de dire qu'à la limite, elle en souffre forcément, parce que ça ne doit pas être facile non plus d'être la femme d'un homme aussi détesté. Oui, absolument. Sans compter évidemment toute cette polémique qu'il y a eu sur son identité de genre, qui est évidemment ridicule, hein, bien sûr, mais qui quand même a dû poser un problème, et pour elle, et peut-être pour ses enfants également, on peut penser. On parlait de la couleur de l'époque à l'instant. Là, on est en plein la transidentité, on est vraiment en plein dedans. Il y a quelque chose d'un inconscient qui rencontre. Et la force des réseaux sociaux qui finissent par faire croire quelque chose tout à fait ridicule. Oui, absolument. Et puis, effectivement, oui, les réseaux sociaux, la transidentité qui rencontre la première dame. Ça, c'est vrai que c'est assez inouï comment, effectivement, Brigitte, à ce moment-là, Brigitte Macron, va correspondre. Moi, j'ai des preuves sur mon identité de genre, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, oui, elle n'en a peut-être, justement, et elle en a aussi des preuves, puisqu'elle est mère. Mais bien sûr. Il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire au point d'oublier qu'elle est mère. C'est-à-dire, ces moqueries-là visent la femme malgré sa maternité. Et c'est ce qui rend les choses d'autant plus perverses et cruelles. Oui, et d'ailleurs, on pourrait expliquer plus longuement pourquoi c'est ça qu'on lui reproche. C'est très très clair vis-à-vis évidemment d'Emmanuel Macron. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour vous donner la parole à ceux qui nous écoutent. Et dans un instant, c'est Séverine justement qui a envie de réagir et on verra ce qu'elle nous raconte justement. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile de Ménibus et Philippe David dans Les Vraies Voix Sud Radio. Cette semaine, on vous fait gagner l'enceinte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Joseph Agostini à l'occasion de la sortie de ce livre Première Dame sur le divan, la place singulière des femmes de l'Élysée. C'est aux éditions Duno. Et justement, Séverine, vous avez du mal à trouver votre place auprès de votre homme. Bonjour Séverine. Oui, bonjour. Bonjour Séverine. Et bonjour à votre invité Joseph Agostini. Oui, en effet, j'ai du mal, moi, dans mon couple, à trouver ma place et pour rien au monde, j'aurais voulu être la première dame, en tout cas. Voilà, pour les raisons qui me correspondent, et notamment, je pense que la difficulté de trouver ma place est déjà liée à un manque de confiance. Et je pense que pour avoir la place de première dame, comme vous parliez tout à l'heure en introduction, il faut avoir déjà une bonne assise et une très très bonne confiance en soi. Il faut faire face aux médias et faire face à tout ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est notamment les médias, les réseaux, enfin la preuve en est aujourd'hui de ce que vous évoquiez. Donc c'est compliqué pour moi aujourd'hui par rapport à cette confiance. On a vu, on n'a pas fait la liste de toutes les premières dames qu'il y a dans votre livre, Joseph, mais on en a vu qui restaient en effet assez en retrait, notamment la femme de Giscard. Oui, absolument. Et puis certaines vont à reculons. Vous savez, Séverine, elles n'ont pas forcément envie d'y aller. Claude Pompidou, Anémone Giscard d'Estaing disait, par exemple, qu'elle préférait 1000 fois rester dans sa campagne plutôt qu'aller à l'Élysée. Et puis elle disait aussi qu'elle prenait sa voiture personnelle sans garde du corps pour aller faire ses courses aux Galeries Lafayette. Et ça faisait partie du contrat, c'est-à-dire qu'elle avait demandé à son mari d'être libre et de pas toujours avoir des gens sur elle et des impératifs, parce que sinon elle y allait pas. Les premières dames mettent aussi leurs limites.
Oui, j'imagine. Enfin, j'espère d'ailleurs pour elle, hein, parce que. Mais en même temps, vous avez raison, Séverine. C'est que on épouse un homme qui a de l'ambition et puis qui arrive au plus haut sommet de l'État. C'est son objectif, c'est son but. C'est pas forcément le nôtre et on est obligé de suivre. Déjà, on est obligé d'aller vivre à l'Élysée, ce qui ne plaisait pas à toutes non plus. Oui, la plupart d'ailleurs n'y vivaient pas souvent. Hein. On est bien d'accord. Bon, on sait bien que Daniel Mitterrand, entre Daniel et François, c'était davantage la liberté qui... et d'autres... c'est vrai que, par exemple, on a l'exemple de Julie Gaillet et du scooter, vous voyez. François Hollande, en 2012, nous a montré que ça se passait peut-être plus à l'Élysée, au fond. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe à ce niveau-là. Oui, c'est peut-être le parallèle justement avec l'obligation de devoir faire ou de devoir aussi être, parce qu'on nous impose des choses qui est compliqué pour moi aujourd'hui. Donc Alors, c'est aussi l'état d'esprit que j'ai. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous justement, Séverine? Compliqué dans le sujet, c'était trouver sa place aujourd'hui au sein de mon foyer, de mon couple, hein, puisque j'ai pas épousé un homme de pouvoir, bien loin de là. Donc c'est de trouver ma place au sein d'une famille recomposée qui est compliquée pour moi. D'accord. Dans la mesure où parce qu'il a des enfants et qui vivent avec vous. Oui, c'est ça, voilà. Oui, les enfants sont avec nous. Alors moi, j'ai un enfant qui n'est plus là parce qu'il est maintenant adulte. Donc il est parti de la maison. Donc je me retrouve au foyer avec mon mari et ses enfants qui sont aussi maintenant des grands enfants, adultes pour certains d'ailleurs. Pas tous d'ailleurs, la majorité d'ailleurs même. Mais voilà, donc je me retrouve seule avec eux et j'ai un peu de mal depuis toujours, même quand il était plus jeune, bien plus jeune, ça fait 12 ans qu'on vit ensemble, tous ensemble quasiment. Mais depuis le départ, j'ai du mal à dire les choses, à faire passer les messages, du coup à me faire écouter et entendre. Donc, probablement lié à un manque de confiance déjà en moi, ça c'est quasi une certitude. Et puis aussi, je pense aussi lié au fait que je ne suis pas forcément soutenue par mon mari, quoi. Donc, après toute la difficulté dans une famille recomposée, c'est justement chacun d'avoir sa place dans le foyer. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait du respect mutuel de part et d'autre. Est-ce que vous avez l'impression que par moment, vous n'êtes pas suffisamment respecté justement Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est pas bien. Et c'est en effet à lui dès le départ de bien marquer les choses pour que vous puissiez vous sentir. Donc et vous avez donc vous êtes un petit peu effacé, si je comprends bien, pour éviter des conflits. Oui. Totalement, voilà. Après, autant moi, moi je sais communiquer, je pense en tout cas savoir le faire, et ça ne me perturbe pas de le faire, mais j'aime pas le conflit non plus pour autant. Donc, mais la communication ne veut pas dire conflit, hein. Donc, mais voilà, les sujets souvent, dès je veux essayer d'évoquer quelque chose qui ne me convient pas, je parle avec les enfants, ça part en conflit. En fait. Donc c'est surtout ça. Et quand j'en parle avec mon mari, lui il parle pas, il dit rien, donc je parle toute seule. Alors il dit rien pourquoi ? Il dit rien parce qu'il veut pas prendre position, parce que vis-à-vis de ses enfants, il veut pas trop prendre votre défense, ou il dit rien parce que c'est un homme qui ne sait pas communiquer du tout. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, non, c'est un homme qui sait pas communiquer du tout. Et puis il sait pas, et en même temps je pense qu'il a du mal aussi à vouloir prendre parti. Il est partagé, en fait il veut faire plaisir à tout le monde, donc c'est ça qui est compliqué pour lui aussi, quoi. Donc après voilà, je me suis donc effacée et chacun, aujourd'hui je suis une femme libre, par contre voilà, c'est un point que justement une des raisons pour lesquelles je vous disais au départ que je ne pourrais pas être la femme d'un homme de pouvoir, parce que j'aime ma liberté et j'en ai besoin d'ailleurs aussi, et le fait de ne pas trouver ma place m'a, je pense, d'autant plus fait vous échapper vers la liberté. Vous échappez du foyer. Oui, il faut lui apprendre, non, Séverine, à parler. J'ai essayé, mais c'est compliqué. Alors, soit j'ai mal essayé, hein, je dis pas que ça vient pas de moi, mais
mais il n'a pas non plus envie, en fait. Voilà. Donc ça aussi, hein, j'ai essayé à plusieurs fois, plusieurs tentatives, et bon, ça marche. Ça ne marche que quand il est vraiment au pied du mur et que moi je suis à bout. D'accord. Et que, voilà, je vais lui dire stop, quoi. Voilà. Et donc, ça ne fait pas partie du contrat. Ça ne fait pas partie de votre contrat du couple. J'aurais dû faire un contrat. Ah ben oui. Si tu parles pas. C'est pas l'inverse de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias, hein, j'abandonne tout si tu reviens, mais c'est pas si tu pars pas, ça va mal aller. Vous pouvez pas lui dire ça. Enfin, il peut pas y avoir une sorte quand même malgré tout de prise en compte de à quel point la parole c'est important, c'est vivifiant, et sans parole, d'abord on s'ennuie, et puis il y a une violence aussi latente qui est beaucoup plus grande. Tout à fait, mais je vous rejoins totalement. Et alors quand c'est arrivé, on est arrivé à des moments de clash, hein, voilà, clairement. Bah oui. Donc là, il parle parce qu'il est au pied du mur et qu'il sent, pour lui en tout cas, que c'est la solution. Et il le dit en plus ouvertement, il dit ça fait du bien, c'est trop. Et puis bon, 2-3 mois après, quand on va dire qu'on est bien reparti, que la routine aussi, et puis et tout le reste après revient à la normale, et bien il repart dans ses, entre guillemets, si je peux me permettre, ses travers. Hein, c'est lui qui a quitté la mère de ses enfants pour vous ? Non, pas du tout. Non. C'est sa femme, son ex-femme, pardon, qui l'a quitté. Donc il n'y a même pas, il y a même pas cette culpabilité qui pourrait être la cause de. Non, je pense. Mais le problème, c'est que ça fait 12 ans, donc c'est un peu tard. Mais je pense qu'au début, vous n'avez certainement pas su assez poser vos limites, et vous avez été très gentil. Et aujourd'hui, évidemment, les choses se sont un petit peu ancrées comme ça. C'est difficile de faire marche arrière, mais je pense que vous avez l'air de trouver votre équilibre en vivant un peu votre vie à côté, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est pas catastrophique, hein, notre vie. Non, je vous sens pas au bord du désespoir. Non, ça. Mais voilà, c'est vraiment le côté que j'aimerais, que j'aurais aimé développer, et puis de ce fait avoir ma place. Je disais justement, j'en parlais il y a pas très longtemps, mais tout le monde vit chez moi, hein, c'est ma maison, puisque initialement, j'étais propriétaire de ce bien, et des années, je lui ai dit, mais j'ai pas ma place ici. Donc vous êtes chez vous, je me sens pas bien du tout. Vous êtes chez vous, mais plus chez vous, quoi. C'est ça, voilà. Ça, c'est un peu difficile quand même, oui. C'est comme si les enfants avaient pris le pouvoir, quoi. Alors le pouvoir, c'est pas, on est une famille très posée, quand même calme, il n'y a pas de. Au contraire, comme on dit pas les choses, j'ai envie de dire, c'est rare que ça explose. Quand ça explose, par contre. Ouais. C'est le vrai problème des familles recomposées. Il faudra qu'on refasse d'ailleurs une émission sur ce sujet, parce que c'est un vrai problème. Et vous en faites un petit peu les frais, évidemment. Mais en tout cas, merci de ce témoignage. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil du jour. Je vais vous proposer 4 clés pour avoir justement une meilleure vie affective. Et puis Sophie semble, elle, trouver sa place. Elle nous raconte ça dans un instant. Bonjour, c'est Jean-François Aquili. Demain, je serai en direct. Du mouvement vient l'inspiration. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Joseph Agostini, dans ce Love Conseil, on va parler des 4 clés pour avoir une meilleure vie affective. Alors déjà, la première chose, il faut faire la paix avec son passé, et plus particulièrement encore avec les ex. Vous êtes d'accord, hein? Ah, mon Dieu, c'est le sujet de ma vie, ça. C'est le sujet de votre vie, mais c'est le sujet de la vie de beaucoup de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reste pas avec la même personne toute sa vie, mais c'est pas une raison pour garder. Et il y a des petites choses toutes bêtes, mais par exemple, garder une photo où on est avec un de ses ex, c'est une sorte de présence qui n'est pas bonne pour la relation tranquille, nouvelle, affective. Ensuite, il faut trouver sa vérité par rapport à celle de nos parents. Ça signifie qu'il faut comprendre ce qu'on cherche dans une relation affective pour soi, et non pas qu'on essaye de reproduire le couple parental ou l'inverse. Vous êtes d'accord avec ça aussi en tant que psy, évidemment ?
Oui, disons que le couple parental, c'est une manière, pour moi, c'est un premier... vous savez, on me dit souvent que le premier couple qu'on fait avec un être, il est quand même très inspiré par le couple parental. C'est un modèle, bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on garde. Et c'est pourquoi ça aboutit souvent à une séparation. C'est-à-dire que le deuxième est quand même toujours plus, on va dire, plus pensé, tout simplement. Hein. On a plus de recul par rapport à nos propres défenses, à notre propre histoire. Mais c'est vrai que le premier est quand même souvent la copie conforme, comme par hasard, du parent. Effectivement, il y a quand même des projections inconscientes beaucoup plus grandes, beaucoup plus évidentes. On est bien d'accord, c'est bien pour ça qu'il faut analyser un petit peu son couple parental. Absolument. Pour ne pas refaire la même chose ou le contraire, encore une fois, parce qu'on sait très bien que c'est toujours dans ces deux sens-là que ça va. Ensuite, il faut trouver la bonne mesure entre nos aspirations et celles de notre partenaire, parce qu'on se met avec quelqu'un qui n'a forcément pas exactement la même envie de faire couple que nous. Donc il faut arriver à trouver la bonne manière de faire couple tous les deux. Donc ça demande aussi un petit peu de travail. Et puis ensuite, il faut oser l'intimité sans avoir peur. Et ça, c'est pas simple non plus, puisqu'on sait que la relation sexuelle intime dans un couple est aussi très bien les premiers temps, et puis ensuite, ça va pas toujours si bien que ça. Hein. Absolument, absolument, Brigitte, oui, tout à fait. Voilà, donc on voit bien que c'est encore une fois nécessaire, on ne cesse de le dire, de communiquer pour bien se mettre d'accord tous les deux. Alors, notre jeu aujourd'hui, c'est avec Lelo. Et vous pourrez gagner également un masseur personnel Lily 3 de Lelo. Donc, c'est un petit masseur qui est tout petit, que vous pouvez mettre dans un sac, que vous pouvez emmener en voyage. Vous pouvez même l'utiliser dans votre baignoire ou sous votre douche, puisqu'il est parfaitement étanche et il se recharge avec une clé USB. Donc si vous voulez gagner ce masseur Lelo, eh bien vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. On continue avec Cindy qui est avec nous. Bonjour Cindy. Bonjour. Bonjour Cindy. Pardon ? Oui, on vous entend Cindy, allez-y. Moi, j'ai un peu de mal à me trouver dans mon couple parce que j'ai l'impression de toujours trop donner et de pas recevoir. Donc vous donnez beaucoup, vous êtes la femme du temps passé, alors celle qui se sacrifie pour son homme et qui est la parfaite épouse, c'est ça ? Je ne dirais pas parfaite, mais je m'investis beaucoup plus dans la relation. Moi qui suis plus demandeuse dans les câlins, c'est vraiment bizarre. Je suis d'être à chaque fois de retourner dans... Attendez, excusez-moi Cindy, mais on vous entend vraiment très mal. On va essayer de régler ce problème, puisqu'on est en direct, on va essayer de régler ça tout de suite. Alors, oui, Joseph Agostini, les femmes changent, la société change. Néanmoins, j'ai quand même encore l'impression que la majorité des femmes ont tendance à... Alors le mot sacrifice est un peu fort, mais ont quand même tendance à aimer faire plaisir et à s'occuper. On sait d'ailleurs que de toute façon, les dernières enquêtes ont montré que sur les tâches ménagères, la femme a encore la première place là-dessus. Oui, mais dans le même temps, alors il faut être d'accord là-dessus, c'est-à-dire dès le départ, quoi. C'est-à-dire que si c'est un motif de rupture 2 ans après, je trouve ça très dommage, au fond, de pas s'être parlé de ces choses-là, d'avoir pas posé comme une demande, en fait, l'égalité, et ensuite de le reprocher au conjoint. Ou à la conjointe, ça va dans les deux sens. Je pense que les choses doivent se dire au départ. Mais vous oubliez peut-être une chose, c'est qu'au départ, quand on est amoureux, on est plus dans l'émotion et l'envie de faire plaisir que dans la raison. Donc la raison arrive après. Oui, mais c'est dommage, malgré tout, que la folie amoureuse aboutisse parfois à des ruptures anticipées, parce que, en quelque sorte, le cadre ne convient pas à l'un des partis.
Mais peut-être que c'était pas une relation qui était faite pour durer. C'est vrai aussi, mais parfois, je pense que des relations qui auraient pu durer s'abîment à cause justement précisément de ce manque de dialogue. Oui. Séverine tout à l'heure nous en parlait, par exemple. C'est vrai que cette violence latente qui est contenue parce que les partenaires en présence ne se parlent pas, je pense que ça gâche beaucoup de relations qui pourraient marcher. Je suis d'accord, et tout le monde le dit, la communication est essentielle, mais est-ce que c'est pas aussi les hommes qui posent peut-être pas assez de questions à leurs compagnes, qui n'osent peut-être pas justement par peur du conflit? Oui, je pense qu'il y a quelque chose, à mon sens, peut-être qui se rejoue de l'éducation, du conditionnement, de ce qu'on attend d'un homme, de ce qu'on attend d'une femme. Et c'est toujours très surprenant dans les cabinets de psy à quel point les éducations sont haïes, sont en tout cas très très largement renégociées, sévèrement critiquées. Et on se rend compte qu'on est assigné à des places qui ne nous conviennent pas en réalité et qu'on aimerait aimer différemment son ou sa partenaire et qu'on ne s'autorise pas à l'aimer différemment parce qu'on a des demandes qui sont conditionnées, qui sont déjà là en quelque sorte, parce qu'on a été élevé de telle ou telle manière, parce qu'on a grandi dans tel ou tel milieu social. Et justement, c'est très important, à mon sens, de revoir tout ça et de débâillonner les choses plutôt que de les vivre comme ça, un peu d'instinct, par réflexe sociétal. Et ben on va voir si Cindy, justement, apprécie de faire plus pour les autres. On va la retrouver dans un instant. Si vous aussi, vous voulez témoigner, vous pouvez nous appeler au 01 53 92 22 60. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, nous sommes avec Joseph Agostini à l'occasion de la sortie de ce livre Première Dame sur le divan aux éditions Duno. Cindy, je vous posais la question. Alors, vous vous occupez beaucoup de votre compagnon, des autres. Est-ce que vous en souffrez ou est-ce que ça vous plaît, au fond? Parce que c'est ça la vraie question, finalement. Alors, ça me dérange pas, mais j'aimerais avoir aussi un retour quand même. D'accord, donc vous le faites, mais vous aimeriez être remercié, récompensé. Qu'est-ce que vous diriez? Non, qui s'investissent autant que moi dans la relation. C'est-à-dire, 6 ans à peu près. C'est-à-dire, parce que là vous dites que vous en faites beaucoup, et là vous parlez d'investissement dans la relation. Donc vous faites ça pour être aimé, c'est ça qu'on pourrait dire? Non, pour être ensemble, pour partager des moments, pour je sais pas, pour avoir des câlins, pour être bien. Mais vous avez l'impression qu'il n'est pas assez présent, qu'il vous aime pas assez. Vous avez l'impression. Voilà, j'ai l'impression d'être. En fait, dans toutes mes relations, j'ai l'impression d'avoir le syndrome, comme je vous écoute assez souvent, du sauveur. Mais vous choisissez des hommes qui ont des failles, justement? Je pensais pas, mais le premier et celui que j'ai actuellement. Ils ont eu des failles. Ils ont été abandonnés par un de leurs parents. D'accord. Donc vous les maternez, on pourrait dire ça? Oui, je pense que je suis... oui, peut-être. Bah, écoutez, d'après ce que vous me dites, moi je pense que vous avez besoin d'être aimé. On sait que souvent, quand on a envie comme ça de sauver l'autre, c'est parce qu'on a très besoin d'être aimé. Donc peut-être que vous avez un petit manque de confiance en vous, peut-être? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Bon, eh ben, il faut travailler là-dessus. Et puis c'est important parce que si vous faites les choses dans un but, même s'il est inconscient, vous allez forcément être déçu. Vous comprenez? Si vous le faites parce que vous avez envie de le faire, très bien, il n'y a pas de problème. Si on passe 1 heure à faire un superbe repas parce qu'on a envie de faire plaisir et qu'on a envie de le faire, c'est pas un problème. Mais si on fait un super repas pour avoir l'espoir que quand notre homme rentre, il nous regarde avec les yeux émerveillés de l'amour, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je fais pas les choses à regret. Ou en étant obligé ou en attendant quelque chose. Non, mais je parlais d'espoir. Je parlais pas d'autre chose. C'est vrai que
Enfin, vous êtes d'accord, Joseph Agostini, on donne rien sans espérer recevoir un peu quelque chose quand même, c'est normal. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop fort quand même. Disons que effectivement l'espoir c'est un ingrédient à manier avec précaution parce que ça peut vraiment exploser quoi. C'est un explosif l'espoir, c'est-à-dire que si on a trop d'attentes dans un lien quel qu'il soit d'ailleurs, hein, on met la pression à l'autre le ressent et puis vous savez l'être humain a quand même un petit versant sadique qu'il faut pas trop attiser sous peine de le réveiller. On l'a tous, hein, on a tous une certaine violence en nous et quand il sent qu'il y a trop d'enjeux de la part de l'autre, que l'autre ne pourrait pas vivre sans lui par exemple, ou que l'autre attend énormément, eh bien il le lui fait payer. Hein. C'est difficile aussi de résister à ça. Quand on sent que quelqu'un est à notre merci et dans nos mains, voilà, qu'il suffit qu'on dise ce qu'il doit faire pour qu'il nous obéisse, la tentation est grande de le soumettre, de le manipuler. Alors qu'en réalité, quand l'autre nous sent libre, il y a une forme de dignité qui s'installe et puis de quelque chose qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que l'autre nous aime pour nous-mêmes, pas pour ce qu'il attend de nous, pas pour, en quelque sorte, quelque chose Oui, comme si ça attisait, en quelque sorte, hein, la mauvaise partie de lui-même, au fond, quand il y a trop d'attentes. Voilà, j'ai l'impression que quand je prends du recul et que je prends un petit moment pour moi... Oui. Qu'il est plus attentif et plus moi je te suis, suis-moi je te fuis. Voilà, c'est le fameux adage effectivement de Carmen, de Bizet. Mais en même temps, moi je crois qu'il faut faire très attention, Cindy, à pas devenir l'esclave consenti du partenaire. Voilà, c'est un jeu, ça peut être on sait très bien que le fantasme sexuel en particulier, c'est basé sur des rapports comme ça de domination-soumission, qu'on a tous envie de jouer à ce jeu-là à un moment donné pour tester les limites, etc. Mais il ne faut pas que ça envahisse, on va dire, la vie domestique. Parce que le danger, c'est après de devenir complètement avili, complètement assujetti. Je pense que Cindy a compris, elle va prendre un tout petit peu de recul, Cindy. Et on retrouve Sophie maintenant. Merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Joseph. Bonjour. Alors, je vais faire écho à quelque chose que disait Joseph tout à l'heure sur la part de l'éducation dans les relations. C'est amusant parce que mon conjoint actuel et moi, nous sommes ensemble depuis 15 ans maintenant. Nous venons tous les deux de contextes très traditionnels avec des mères plutôt soumises, même très dans mon cas. Et j'ai l'impression qu'on a conservé de notre éducation les parties que nous avons très bien vécues et que nous avons réussi à nous démarquer de ce qui pouvait être un petit peu toxique ou moins agréable. Alors j'explique, moi j'ai toujours recherché un homme qui soit un homme, un vrai avec 3 H majuscules. Chose que j'ai trouvée, donc c'est lui, il est très très dominateur au lit, disons, et c'est ce qui me convient parce que c'est ce que je recherche. En revanche, dans la vie normale de tous les jours, toutes les décisions sont prises ensemble. Ensemble, oui. Donc que ce soit les finances, le travail de la maison, voilà. Donc vous n'êtes absolument pas dans le modèle de votre mère. Vous avez tout de suite mis les choses au point. Vous n'êtes pas une femme soumise. Non, et ce qui est amusant, c'est que j'ai pas du tout mis les choses au point. Ça s'est fait absolument naturellement. Enfin, on n'en a jamais parlé. On s'est fréquenté assez longtemps avant de se mettre ensemble, mais on n'a jamais évoqué le sujet. Non, mais vous avez certainement dans votre comportement tout de suite fait en sorte qu'on ne vous voit pas comme une femme soumise, parce que c'est pas forcément par la parole hein, que les choses se font, c'est aussi par les actes. Peut-être, je sais pas, les premières années où on s'est fréquenté, c'était vraiment, comment dire, les 2 premières années, disons. Vous habitiez ensemble ou pas ? Non, pas du tout. Bon, déjà, le fait de ne pas habiter ensemble, ça évite tout de suite de se mettre tout de suite dans une position de soumise, parce que les premiers temps, la femme a tendance à être très, très, très dépendante, de par son besoin d'amour, qui est souvent plus fort. Oui, c'est possible. Donc il a bien vu que vous étiez une femme indépendante, libre. Mais je pense
qu'il aurait été comme ça naturellement. Je dis pas le contraire, mais obligatoirement, le fait de ne pas vivre ensemble trop vite laisse aussi découvrir l'autre dans son mode de vie. Ça, c'est vrai. Et de voir si on est compatible ou pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, si vous voulez, moi, je serais plutôt du genre à être une femme traditionnelle, c'est-à-dire que j'ai pas trop le temps de m'occuper de mon intérieur, mais j'aime beaucoup faire la cuisine et j'aime beaucoup faire ce que je peux quand je peux. Et je trouve qu'il n'y a absolument rien de dégradant dans ça. D'ailleurs, mon premier mariage, je suis restée presque 15 ans, j'étais femme au foyer, je l'ai très bien vécu. Je l'ai aussi très bien vécu parce que mon premier mari était à l'aise financièrement, donc ça a aidé. Mais je me suis jamais sentie rabaissée pour autant. Oui, j'ai pas mal vécu ces choses-là. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire quand même, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Joseph, c'est que votre première relation était un tout petit peu sur le modèle de votre mère, en quelque sorte. Oui, mais aussi on habitait à l'étranger, donc j'avais pas la possibilité de travailler, donc c'était normal que je m'occupe de l'intérieur. Oui, bien sûr, et puis vous en avez été heureuse, donc il n'y a rien à dire. Mais c'est intéressant à signaler juste comme ça. En revanche, quelque chose qu'évoquait Cindy avant, plus je te fuis, plus tu me suis, je pense que c'est une technique qui peut fonctionner, qui fonctionne d'ailleurs assez souvent, mais qui peut être très dangereuse parce que on fait miroiter des choses qui peuvent s'avérer être des illusions par la suite, je pense. C'est une théorie qui marche pas si bien que ça, parce que très souvent, lorsqu'on fuit un peu trop, on risque de perdre l'autre, évidemment. C'est toute la différence, enfin c'est toute la nuance entre la sécurité du couple et en même temps le sentiment qu'on ne s'appartient pas. Enfin c'est pas si simple, l'amour, et on le sait très bien. Et je crois que Joseph Agostini avait d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet. Absolument. Alors je vous propose une petite devinette avant les infos. Quelle est la différence entre un tampon périodique et le téléphone? Vous pourrez donner la réponse après les infos. D'accord. Et on continue bien sûr à vous donner la parole. Dites-nous comment vous arrivez à vous retrouver entre le rôle de l'épouse et le rôle de la femme. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Joseph Agostini. Vous êtes psychanalyste. Vous avez écrit ce livre, Première Dame sur le divan, aux éditions Duno. Vous passez en revue toutes les femmes de président de la République depuis De Gaulle. Donc ça en fait déjà quelques-unes. 9. Absolument 9. Et on n'a pas... Alors je vais d'abord vous demander la devinette, parce qu'après j'oublie, parce que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Quelle est la différence entre un tampon périodique et le téléphone? Oh là là, j'y ai pensé là depuis 10 minutes, j'y pense. Alors ça se raccroche, ça se décroche, un téléphone. C'est un peu ça, avec le tampon, on sait toujours qui est au bout du fil. Ah, avec le téléphone, c'est pas sûr. Ce dont vous parlez aussi à un moment donné et qu'on n'a pas encore abordé, et je crois que ça c'est important aussi, c'est les mères des présidents. Elles sont très présentes. C'est important une mère pour qu'un homme réussisse. Ah, c'est important, et puis ça peut faire un dictateur, une mère. Une mère bien tapée donne un dictateur bien sanguinaire, je pense, il me semble. Oui, mais enfin, c'était pas le cas de nos présidents quand même. Non, alors Nicolas Sarkozy appelait sa maman Dadu, vous savez, et il disait que c'était la reine de sa vie. Et quand elle est morte, c'est un chagrin très très grand. Il était très lié à sa mère. François Hollande aussi en parle beaucoup de sa mère. Sa mère était assistante sociale. Et François Hollande dit que c'est elle qui lui a donné vraiment le sens de la solidarité, le sens du socialisme. C'est sa maman qui l'a aiguillé comme ça sur ce chemin-là. Oui, effectivement, à chaque fois, Emmanuel Macron, on sait très bien à quel point... sa maman compte pour lui, et à quel point Brigitte, qui est plus âgée que lui, fait office de mère. Pour moi, on a quand même un couple qui est vous savez, l'inceste de citron dont parlait Gainsbourg dans sa chanson. Il y a quelque chose comme ça qui renvoie à la substitution, en fait. C'est une mère substitutive, Brigitte, pour Emmanuel. Bien sûr, et on sait à quel point parfois, en tant que femme, on a tendance à materner un petit peu son homme. Est-ce que c'est votre cas, Mathilde, justement? Bonjour. Oui, bonjour.
Non, moi pas vraiment. Bon. Je suis pas une femme qui a été habituée à materner. Peut-être parce que je n'ai pas été maternée par ma mère. Je sais pas. Est-ce que ça vient de là? C'est possible, mais je suis pas du style à materner. Bon, je suis du style à aimer, bien sûr, mais pas à materner. C'est pas le terme approprié. Alors comment vous vous comportez avec votre compagnon, vous? Je me comporte, je veux dire, je sais faire plaisir, je sais au contraire, je suis toujours prête, moi, à faire plaisir vis-à-vis de mes différents compagnons que j'ai eus, mais par contre, je suis trop indépendante. Alors, est-ce que ça vient de là aussi? Je ne sais pas. C'est-à-dire, vous ne vivez pas avec quelqu'un? Vous restez indépendante et c'est important pour vous de rester seule? Ça m'est arrivé de vivre avec quelqu'un. D'ailleurs, dans mon premier mariage, je suis restée 17 ans avec mon mari. Mais après, j'ai eu plusieurs relations où j'ai vécu 12 ans avec mon ami aussi. Mais je veux dire, c'est pas le but que je recherche quand j'ai quelqu'un. Alors, vous recherchez quoi? Je recherche les bons moments de la vie, vraiment les bons moments, mais pas d'être, je veux dire, 24 heures sur 24 avec l'autre. Oui, on pourrait donc dire que vous êtes une femme de notre temps. Hein. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont qui sont pas décidées justement à vivre en couple. Et pourtant, je suis pas de première jeunesse, mais je sais pas. C'est un petit peu, c'est dans mon caractère, je veux dire. Je sais pas. Je suis peut-être, alors je suis sportive, j'aime bien faire autre chose à côté, mais je n'aime pas être esclave. Je n'aurais pas voulu être esclave d'un partenaire. D'ailleurs, quand ça a été le cas, moi j'abandonne. Que je ne veux surtout pas être une esclave vis-à-vis de l'autre. Alors, il y a peut-être aussi la question des enfants. Vous n'avez peut-être pas... J'ai 2 enfants avec mon mari. Avec votre premier compagnon, oui. Mais là, vous viviez en couple. Oui, tout à fait. Parce que c'est aussi la question. Enfin, bon, on peut vivre chacun chez soi. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui font ce choix-là, mais qui le font plutôt une fois que les enfants sont grands. Ça, c'est un luxe, je trouve, extraordinaire de vivre chacun chez soi. Mais bon, c'est un luxe qui coûte cher quand même, c'est vrai. Ça coûte plus cher. Je sais pas si ça coûte cher. Je veux dire... forcément, si, parce qu'il y a 2 loyers à payer, il y a tout en double, donc ça coûte forcément plus cher. On paye pour 2, c'est sûr. Mais moi, je préfère vivre comme ça, voir l'autre partenaire pour les bons moments de la vie. Et je préfère. Alors, est-ce que j'ai été un petit peu déçu de certains? Il n'y a pas eu trop de déception, je veux dire, dans ma vie, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très difficile de ne pas faire du quotidien une poubelle. Et quand on voit l'autre tout le temps, c'est très difficile, c'est vrai, un art, pour moi c'est un art de vivre absolu. Et d'ailleurs, je suis toujours très admiratif des gens qui pendant des années voient toujours la même personne le matin au réveil. Et malgré tout, c'est un amour pérenne et c'est un amour qui est... on sent quand les 2 personnes se regardent que c'est pas de la mascarade, quoi. Et ça, ces couples-là, c'est merveilleux. Parce que malheureusement, vous avez raison, à force de se voir en peinture, même les plus belles amours se transforment en poubelles. C'est-à-dire qu'on a tendance quand même à, en tout cas, partager peut-être des instants qui devraient pas être partagés trop souvent, sous peine de peut-être un peu d'abîmer l'amour, quoi, quelque part. C'est peut-être il y a des choses de l'autre qu'on n'a pas forcément envie de voir et revoir au quotidien et qui risquent d'abîmer effectivement la relation. Donc c'est ça le danger, vous avez raison de le pointer. Oui. Moi, ce qui me concerne, c'est tout à fait ça. C'est pas de voir 24 heures sur 24, comme vous dites très justement, le matin au réveil, le soir au coucher, non. Bon. Non.
Écoutez, donc vous n'êtes pas tout à fait dans le sujet, puisque vous ne risquez pas du coup d'être la femme de. Est-ce que vous avez envie de réagir justement sur les premières dames, Mathilde, ou pas du tout? Qui sont un peu, on va dire, bon, entre guillemets, on est bien d'accord, un petit peu esclaves vis-à-vis de la maison, du mari. D'accord. Bon, je vous laisse dans votre liberté et votre indépendance. Merci en tout cas, Mathilde. Merci bien. On va se retrouver dans un instant pour C'est maintenant, et c'est donc une phrase qui peut-être a sauvé Devise qu'on va entendre dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Alors Joseph Agostini, dans cette rubrique C'est maintenant, nous avons toujours la possibilité d'entendre quelqu'un qui va nous dire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais dit. Et je crois, Devise, que vous avez envie de nous parler d'une phrase qui a été importante pour vous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Agostini. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ravi d'être là. Et Monsieur Agostini, vous avez un nom très connu dans le monde de la musique et de la batterie notamment. C'est vrai. Et d'accord, vous êtes au fait de ça. Oui. Vous touchez des droits d'auteur sur... Ah non, alors malheureusement ce n'est ni mon père ni mon grand-père. J'ai des origines lointaines en revanche avec Paganini, vous savez, le violoniste. Il est de ma famille, mais pas Agostini malheureusement, non. D'accord. Bon, c'était pour ça. Et puis, c'est un beau sujet que vous abordez aujourd'hui. Brigitte, j'en viens de suite à... Comme vous voulez, si vous voulez parler du sujet du jour, on peut parler du sujet du jour. Si vous préférez parler de cette phrase qui vous a marqué, c'est comme vous voulez. Vous savez qu'on est très libre sur Sud Radio, on fait ce qu'on veut. C'est très gentil à vous, merci. Concernant le sujet du jour, ça me fait fortement penser à l'intervention d'une dame qui s'appelle Amma lors d'un discours à l'ONU. Et il porte le titre « Le futur de cette planète dépend des femmes ». Et je trouve que dans ce discours, c'était juste après la remise d'un prix, d'un prix qui lui a donc été remis. Elle exprime des faits profonds et pertinents sur le rôle de la femme et certaines différences aussi entre l'homme et la femme. Mais surtout, elle m'a beaucoup éclairé. Amma, c'est la femme d'origine hindoue, c'est ça dont le rôle est d'embrasser les personnes qu'elle a sur sa route, c'est ça, de les serrer très fort? Absolument, c'est une des pratiques c'est ça, les fameux hugs. Fameux hugs, oui. C'est ça. D'amour et de compassion. Absolument. Elle reçoit à la file, comme ça, c'est ça. des gens qu'elle enlace et elle leur donne un petit conseil parce que c'est une personne qui a beaucoup développé son intuition. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit ce jour-là à l'ONU C'est un discours qui dure presque un quart d'heure. Ah, d'accord. Mais en gros, qu'est-ce qui vous a marqué, justement? Ce que je retiens, c'est que la femme a une capacité d'adaptation du fait que depuis qu'elle est petite, elle se prépare éventuellement à enfanter. Et cet amour maternel qui naît en elle la prépare à changer sa vie du tout au tout, du jour au lendemain. Et ça apporte une capacité aussi à passer d'une émotion à une autre un peu plus rapidement. J'ai pu observer dans les couples et puis dans mes propres dans les relations sentimentales que j'ai pu avoir, qu'effectivement je mettais plus de temps à me remettre d'une émotion que ma compagne par exemple, ou
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Si, vous êtes clair. Ce qu'on peut dire, par exemple, quand on regarde comment une femme va gérer une entreprise ou comment un homme va gérer une entreprise, je prends cet exemple parce qu'il est, je trouve, assez parlant. Et on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'affect. Hein. Un homme qui travaille dans une entreprise, ce qu'il va essayer de faire, c'est de fructifier au maximum l'entreprise pour qu'elle rapporte, pour qu'elle gagne de l'argent, pour qu'elle fonctionne, etc. Et c'est nécessaire. La femme va avoir une vision un peu plus à long terme pour que cette entreprise puisse perdurer. Et je trouve que les deux sont indispensables parce qu'une entreprise, c'est pas ce qu'on gagne immédiatement qui est essentiel, c'est ce qu'on gagne sur le long cours de toute façon. Et prévoir aussi sur le long cours me paraît aussi important que de prévoir dans l'immédiat. Vous voyez, et je crois que ça va assez dans ce que vous dites. C'est vrai que la femme, de par le fait qu'elle va porter les enfants, elle a un rapport au temps qui est beaucoup plus, qui est différent de l'homme. L'homme, il est plus dans l'immédiateté, la femme va être plus dans le temps. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'en effet, on est terriblement complémentaires. C'est ça qui est important. Absolument, c'est vrai. Ce que vous dites me touche particulièrement. Il ne s'agit pas de se venger d'une situation qui est un petit peu établie depuis quelques années sur la place de l'homme et de la femme partout dans le monde. C'est quelque chose quand même d'assez global. Et ce que vous dites aussi, ce que vous avez dit sur la transmission d'une mère à son enfant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de valeurs et dont les hommes se souviennent. Moi, je suis un garçon, j'ai grandi dans un milieu aussi masculin. J'ai eu suffisamment de force de caractère peut-être pour tenter de conserver un équilibre, mais ayant fait du sport avec des garçons, etc., bon, j'ai bien vu l'état d'esprit général. Et j'ai puisé beaucoup chez ma maman, en fait, les valeurs qui m'ont permis ensuite de pas faire perdurer la violence, par exemple, en cas d'agression, de pas en vouloir aux autres et de conserver une sorte d'amour universel. Et ça, c'est quand même ma maman qui m'a ouvert ces portes et qui m'a permis de concevoir que c'est une solution valable, que grâce à ça aussi je peux transmettre à mes proches, aux gens pour lesquels je sers d'exemple, et on sert tous d'exemple un jour. Et ça, je dois bien avouer que c'est ma maman qui m'a offert des voies de solution, de solutionnement des problèmes beaucoup plus durables, effectivement, que celles que m'a offertes mon papa. Alors, dans une famille, on peut avoir des figures masculines. Bien sûr, bien sûr. Et puis on s'identifie un peu aussi, et bien sûr, au sexe opposé. Et tant mieux si votre maman vous a appris à ouvrir votre cœur, aurais-je envie de dire. Merci en tout cas. Vous voulez réagir, Joseph Agostini, à ce que dit Devise ? Ça me fait penser, ce que dit Devise, ça me fait penser à ces hommes qui, vous savez, ont été obligés de vivre dans des collectifs très masculins, qui ont été un peu embrigadés, vous voyez, et qui ont été sauvés en quelque sorte par leur compagne. Alors là, vous disiez que c'était votre mère, mais parfois on fait la rencontre avec une femme et en fait, on fait l'épreuve de la féminité sur le tard. Vous voyez, des hommes comme ça qui rencontrent la sensibilité féminine sur le tard, qui étaient entourés d'hommes et qui finalement apprivoisent leur féminité, leur sensibilité après coup, après s'être formés en fait, après avoir été comme ça immergés dans leur masculinité, ils découvrent leur féminité.
D'accord. Mais merci en tout cas, Devise, de ce témoignage. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler du corps, source du désir. Et puis vous aurez une autre possibilité peut-être pour gagner ce masseur Lelo. On se retrouve tout de suite. Radio, le Sexo Conseil. Alors, Joseph Agostini, le désir, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est pas toujours facile de savoir si on est dans le désir ou pas. Et je crois que c'est quand même en revenant au corps qu'on peut s'aider à faire renaître le désir, ou en tout cas à comprendre ce que c'est que le désir. Parce que si on attend que ça vienne du cerveau, on risque d'avoir un petit peu du mal. Et on voit bien que les personnes qui sont bien dans leur corps, qui sont des personnes qui ont un rapport au corps assez sain, et je pense par exemple notamment aux sportifs, eh bien curieusement ils ont moins de panne de désir. Donc ça montre bien que le corps est un moteur pour le désir. Donc je vous conseille vraiment d'écouter un peu plus votre corps, de ressentir un peu plus vos émois, les petits moments où vous pourriez être un tout petit peu excité par parfois c'est quelqu'un qui passe, hein, on le voit et puis on n'a pas envie de lui sauter dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une sorte de petit éveil démontation. On pourrait dire ça, absolument. Voilà, et c'est vraiment important de bien comprendre que le désir, c'est quelque chose qui est très fugace et qui, puis en même temps, peut se cultiver à condition de bien s'occuper de son corps et de se reconnecter avec le désir que le corps parfois nous signale. Donc, vous voyez bien aussi les moments où vous avez eu des vraies fulgurance de désir, parce que ça parle aussi de vous. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a pu vous mettre beaucoup dans le désir? Et à ce moment-là, vous essayez de revenir à la source. Parce que c'est vrai, vous avez raison, assumer son désir, c'est quand on a un problème avec son corps, un problème avec son image, c'est beaucoup plus épineux, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi souvent prisonnier de son désir. On peut éprouver des désirs très, très violents, très, très forts pour les êtres et ne pas pouvoir les assumer parce qu'on manque de confiance en soi-même. Je crois que c'est la confiance en soi, effectivement, c'est la condition sine qua non pour aller vers l'autre. C'est extrêmement difficile de se sentir engoncé dans son corps, et d'assumer un désir sexuel. Et vous, Joseph Agostini, qui êtes psychanalyste, vous le savez bien, par exemple, il y a des hommes qui peuvent avoir tout d'un coup une érection et tout d'un coup ils se disent mais pourtant je suis fidèle à ma femme, pourquoi j'ai une érection? Parce que je vois entrer cette femme qui est une bombe sexuelle dans ce café. Mais en fait, c'est juste son corps qui manifeste un désir, une excitation. C'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est le passage à l'acte éventuel si on se met sur le plan de la morale. Mais je crois que sur le plan de la culpabilité, c'est vrai que c'est toujours... c'est même douloureux, je vais vous dire, pour un psychanalyste d'entendre des gens être à ce point-là culpabilisés de leur désir, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas justement, et c'est heureux justement, qui ne peut pas être contrôlé, maîtrisé. Et c'est justement ça qui est fabuleux, c'est l'immaîtrisable. Heureusement qu'on bande pas sur commande, il manquerait plus que ça, ce serait un monde désolant, désolé. Justement, bander, c'est précisément bander quand on s'y attend pas. C'est ça qui fait la magie de l'excitation sexuelle. Et on vit dans un monde justement où la libido, parfois, elle est emprisonnée dans les carcans moraux. Et c'est peut-être, je vais vous dire, ce qui rend les gens profondément dépressifs, malheureux et avec des idées bizarres. Donc, ressentez votre corps et laissez vos désirs vous envahir. Et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. Ça ne regarde pas. Ça, c'est dans un deuxième temps, effectivement. Je suis d'accord. Il ne faut pas tout assumer. Ah bah non, il n'est pas question de faire tout ce qu'on a envie, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a plus de gendarme intérieur. Alors, je vous l'avais dit, c'est un deuxième moment pour jouer avec Sud Radio et Lelo. Et comme ça, vous pourrez peut-être être le gagnant de ce masseur personnel Lily 3 de Lelo. Vous le savez, pour ça, il suffit d'envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Donc, bonne chance à tous et peut-être que vous repartirez avec ce masseur Lelo. Et nous avons pour l'instant Steve. C'est bien qu'on ait un homme aussi qui témoigne sur la position de la femme, de l'épouse, de la mère des enfants. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Agostini. Bonjour.
Bonjour monsieur. Merci de me recevoir à l'antenne. Oui, écoutez, donc me concernant, je suis marié nous sommes ensemble avec mon épouse depuis 22 ans. Et voilà, mais c'est un sacré parcours que de vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que des fois la vie emmène à ce que sans s'en rendre compte, on peut s'éloigner de l'individu. C'est-à-dire que très souvent, vous voyez, nous avons 3 enfants, donc je vous donne un exemple. Des fois, nous allons au restaurant tous les deux avec mon épouse. Enfin, plus maintenant, mais avant, c'était assez présent. Et au lieu de parler de nous, et même de parler de mon épouse ou de moi, on parlait tout le temps des enfants. Eh oui. C'est-à-dire que on était dans la posture de parents, même quand on n'était que tous les deux. Et ensuite, la posture de l'individu, c'est assez particulier parce que on est un groupe, vous voyez. Donc, pour moi, je me pose la question, est-ce que c'est le groupe qui fait l'individu ou l'individu le groupe ? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, on essaie, je ne dis pas qu'on y arrive. Un peu des deux, sans doute. Oui, on essaie de s'éloigner, si vous voulez, par exemple, de l'étiquette. Quand je vois mon épouse, par exemple, je vois une femme qui se lève le matin et qui va travailler. Mais est-ce que, par exemple, votre témoignage est intéressant parce que, évidemment, à un moment donné, votre épouse, c'est la mère de vos enfants, c'est votre épouse, comme vous dites. Est-ce que c'est encore une femme, une inconnue, en quelque sorte, qui aurait une part d'elle, en tout cas, que vous avez encore envie de découvrir ? Mais comment vous la présentez ? C'est ça la question que j'avais envie de vous poser. Comment vous la présentez ? Je sais pas, vous avez une rencontre avec des collègues. Comment vous la présentez ? Alors comment je la présente ? En fait, alors c'est pas qu'on est gêné, mais de dire simplement mon époux ou mon épouse, on s'y retrouve pas trop en fait. On sourit parce que vous tombez pas dans le piège, hein. Bravo Steve. Oui, vous avez senti le piège parce que c'est quand même, soyons clairs, c'est quand même comme ça qu'on présente les 3/4 du temps notre compagne ou notre compagnon, ma femme, mon mari, mon épouse, et quelque part, on voit bien déjà comment on perd un tout petit peu de sa personnalité dans cette présentation-là. Je ne sais pas quel est le prénom de votre épouse, mais vous ne vous dites pas je te présente Marie ou Christine ou je ne sais quoi. Oui, non, mais alors si, parce qu'on a, si vous voulez, on essaie, alors toujours pareil, on essaie d'avoir un regard neuf sur l'autre. C'est-à-dire ce qui a été, a été. Maintenant, le matin, on se lève et on essaie, encore une fois, je ne dis pas qu'on y arrive, mais bon, aujourd'hui, je regarde la personne avec qui je vis, et c'est pour ça on essaie aussi d'évoluer sur le savoir et la connaissance. Vous voyez, je sais que je suis marié. Pourquoi ? Parce qu'on s'est marié, parce que ça fait 22 ans que je vis avec mon épouse, que j'ai l'alliance. J'ai demandé au bijoutier de me mettre la date de l'alliance pour pas oublier, parce que comme ça, moi, c'est pas bête, ça. Oui. C'est bon, sur votre alliance, vous avez la date du mariage. Oui, à l'intérieur. Oui. Et donc, quand même à l'intérieur. Il faut que vous arriviez encore à l'enlever. Alors. J'ai enlevé le post-it du frigo quand même, ça faisait beaucoup. Pour la bague, ça suffit. Et donc, oui, ok. Et alors, c'est pas pour autant que je connais la femme avec qui je vis depuis 22 ans. Et c'est pareil pour les enfants. Bon, là, on parle pour la femme. Donc, on essaie d'avoir ce regard neuf et de se découvrir en essayant de se connaître. Je sais que je suis marié, je sais que c'est mon épouse. Mais qui est la personne avec qui je vis ? Et d'ailleurs, cette personne, comme vous d'ailleurs Steve, a évolué depuis 22 ans. C'est-à-dire que et ça c'est quand même intéressant aussi quand on regarde un couple qui évolue ensemble, on voit comment il y a une sorte de mimétisme quand même qui s'installe entre eux, je trouve. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Joseph ? Ah oui, absolument. Moi, je trouve qu'effectivement, le mimétique, alors dans le couple, c'est absolument fascinant, d'ailleurs, de voir ça. À quel point, au fond, quand on vit ensemble, on épouse les mêmes codes, les mêmes... Il y a des mots qu'on prend... Et puis même, alors je vais vous dire même, là, c'est tout à fait à titre personnel, comme ça, de mon expérience de personne, d'individu. Quand j'observe certains couples qui vivent ensemble, même physiquement, il me semble qu'il y a quelque chose qui se met en place du côté du visage, du côté du rictus, il y a quelque chose d'assez semblable. Et ça, je crois qu'il y a aussi cette manière
savez, en quelque sorte, les ressemblances psychiques, comme ça, c'est la proximité psychique, crée aussi quelque chose sur le physique. Vous parliez de corps tout à l'heure. Il y a quelque chose peut-être qui se dit. De toute façon, on sait très bien que notre moi se construit, se modifie en fonction des rencontres. Et forcément, quand on est avec quelqu'un au quotidien, on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc forcément, le moi se modifie à travers l'autre. Oui, et à travers le visage aussi, à travers le sourire, quelque chose. Et regardez aussi à quel point, quand une personne perd son partenaire de vie, et ça fait des décennies qu'il vit, en quelque sorte, voilà, il y a quelque chose d'une incorporation aussi du défunt, même dans la manière d'être. Il va se mettre à parler comme lui, à vivre comme lui, à perpétuer quelque chose d'un signe comme ça que le défunt avait, et il va en faire quelque chose, oui. Vous avez remarqué, Steve, justement, que depuis 22 ans, vous êtes un petit peu des copier-coller tous les deux, un petit peu. Alors pas du tout. Non, vous êtes sûr de ça? Non, pas du tout. On a alors peut-être. Merci beaucoup de ces réflexions parce que inconsciemment. Souvent, on peut pas le dire de soi-même. Hein. Oui. Souvent, c'est l'autre qui nous le fait remarquer. Hein. On a un point commun. Alors, on a un point commun, c'est-à-dire que nous sommes assez indépendants. Donc là, par exemple, on essaie de faire attention. Bon, c'est pas le sujet, mais on essaie de faire attention à pas trop être, pas s'éloigner. C'est pas ça. Oui. Mais bon, non, mais là, indépendance, c'est un trait de caractère. Oui. Mais je vais essayer de voir un peu plus en vous posant des questions plus précises. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être, par exemple, au niveau de l'alimentaire. En règle générale, dans un couple, il y a un moment donné où il y a un peu d'unification, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus les mêmes goûts alimentaires, alors qu'au début, on est parfois très 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 différents. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Mais peut-être pas. Hein, non, mais c'est une bonne question parce que c'est très bien, la nourriture en plus c'est très symbolique. Et donc non, ma femme est plus poisson, moi je suis plus viande, par exemple. Et ça n'a pas évolué. En fait, d'accord, donc vous n'êtes pas un couple qui s'est transformé mutuellement grâce à l'autre. Et vous n'avez pas, par exemple, d'expression commune. Votre femme n'a pas pris, je ne sais pas d'où vous venez, peut-être une région particulière. Elle se met un peu à parler comme avec un accent. On apprend des mots. Vous avez raison, Joseph. Avec des mots. Il y a des mots qu'on prend de l'autre et vice versa. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Ça peut arriver. Oui, certaines expressions, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis une histoire, je sais pas, quelque chose comme ça qui s'inscrit. Moi, ça me frappe à chaque fois. On a un point commun aussi, c'est la lecture. On aime énormément lire, mais encore une fois, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Mais est-ce que justement, vous avez appris à découvrir des auteurs et elle a appris à... Vous voyez, Tout à fait, Brigitte, oui. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait aussi un couple. C'est par exemple, quand il y en a un qui est d'une région, l'autre va se mettre à aimer cette région parce que c'est la région de l'autre et finalement va s'y investir d'une manière très personnelle. Vous voyez, c'est tout ça aussi le couple. Et je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Et moi, de ma place de psy, je dirais aussi que souvent, le ou la partenaire incite l'autre à rentrer en thérapie. Alors très souvent, c'est la demande quand même du mari ou de l'épouse, bien souvent de l'épouse. C'est-à-dire, les gens viennent aussi voir un psy parce que l'autre les a amenés à faire cette démarche. Souvent, c'est même essentiel. Oui, ou un sport, ou une occupation. Oui, après, c'est bien sûr une discipline. Mais le psy, parce que c'est souvent le cas. Parce que vous êtes psy, bien sûr. Oui, Steve, allez-y, je vous en prie, vous vouliez réagir, oui. Excusez-moi, pardon, je vous ai coupé. Vous souhaitiez... Non, allez-y, Steve. Merci beaucoup. Oui, dans tous les cas, pour revenir donc à la place, on essaie de comment je peux dire, donner, enfin, je sais pas le mot donner, mais mettre vraiment à la place l'individu dans le couple, donc, et donc je me laisse porté par le fait qu'elle me fasse découvrir, je reviens sur ce que vous disiez par rapport à la lecture, des auteurs ou un univers que je ne connaissais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle me le dit et j'y vais, j'essaie de le connaître, et inversement. Donc c'est pas simplement oui, super ce que tu me proposes. Non, je m'implique. Mais ce qui est bon signe d'ailleurs, parce que ça prouve que vous lui faites confiance et que vous avez envie de rentrer dans son univers. Quand on est dans un couple où de toute façon tout ce qui vient de l'autre, on veut pas, c'est pas très bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de résistance à... C'est
c'est un sacré exercice d'équilibriste, en fait, si je puis dire. Mais au final, quand vous avez l'amour qui est réciproque, et tant mieux. L'amour, pour nous, on n'est pas du tout dans parce que c'est pas ça. C'est un état, en fait. On a envie vraiment de parcourir le plus long chemin dans notre vie ensemble, parce que l'individu qui est en face de moi, je souhaite que ce soit réciproque. Bon, je pense que oui, je ressens que oui. Elle m'intéresse, vous voyez. La femme avec qui je vis à côté m'intéresse. Pas mon épouse, pas la mère de mes enfants. La personne qui évolue avec moi, et malgré, on en a traversé des moments qui ont été un peu difficiles, et bien malgré ça et avec ça, on a envie de le traverser ensemble. Je te dis, écoute, on y va. Apprends-moi qui tu es, en fait. J'ai envie de te connaître. Mais ça demande du temps. Mais vous savez, Steve, c'est infini. On ne se connaît jamais totalement et on ne connaît jamais l'autre totalement. Et si on croit qu'on connaît l'autre totalement, c'est que déjà on est dans l'erreur. Hein. Mais c'est joli ce que vous dites, parce qu'on voit que vous êtes un couple qui fonctionne bien, et rassurez-vous, forcément avec des moments par moments qui ont été difficiles, ça fait partie de la vie. Avec des déséquilibres ou nos traumas individuels, si vous voulez, certains déséquilibres, et bien malgré tout, on arrive à peu près à être en équilibre. Donc, je ne dis pas que on a la solution, loin de là, mais ça fonctionne, vous voyez. Vous connaissez l'histoire du vélo, hein. De toute façon, si on arrête de pédaler, on tombe. Hein. Il faut continuer à maintenir l'équilibre. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas, Steve. Merci beaucoup de cet échange. Et puis on fait une petite pause. On va conclure dans un instant avec justement Joseph Agostini qui est avec nous. Et je vous pose une question. Vous me donnez la réponse dans un instant, Joseph Agostini. Quelle est pour vous, quelle a été la meilleure première dame de France? Je vous laisse le temps de cette petite pause pour nous répondre et vous nous direz pourquoi, bien sûr. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Joseph Agostini est avec nous, première dame sur le divan, c'est aux éditions Duno. C'est un livre où vous évoquez donc les 9 femmes qui ont été les épouses de nos 9 présidents depuis De Gaulle. Et je vous posais donc la question, laquelle pour vous a été la meilleure première dame et pourquoi ? La meilleure première dame, je dirais, en tout cas celle qui est la plus bluffante, c'est quand même Danielle Mitterrand. Parce que Danielle Mitterrand, c'est une femme libre. Danielle Mitterrand, c'est quelqu'un qui a toujours, qui a pris parti quand même contre la dictature en Chine et qui a pris parti en dénonçant les scandales financiers. Et qui en même temps a quand même avalé la couleuvre de Mazarine. Hein, Oui. Alors, ça faisait partie effectivement du contrat entre eux. Mais c'était quand même une présidente qui a montré, en quelque sorte, c'était Mitterrand en mieux, je trouve. Parce que quelque part, François Mitterrand a dû faire des concessions, évidemment, quand on est au pouvoir. La cohabitation 3 ans plus tard. Hein, donc, le socialisme mitterrandien, voilà, ça se discute. Mais en termes de progrès humain, d'avancée sociétale, etc., Danielle Mitterrand, quelque sorte, a porté cet élan-là, cet élan de 1981, et je trouve qu'elle l'a incarné. Il n'a pas aimé cette femme pour rien. Donc à ce titre-là, je dirais que c'est Danielle Mitterrand. Mais après, il y a une figure très émouvante, c'est celle de Bernadette Chirac, par exemple, qui a porté son mari, qui était étudiante avec lui, qui a rêvé Jacques Chirac à l'Élysée et qui l'a porté à bout de bras. Et alors c'était une chaudron de Courcelles qui a adoré aller à l'Élysée, à l'inverse de la plupart des premières dames, et qui a vécu le rêve de l'autre. C'est très touchant, un couple comme ça, où comme ça la femme porte le rêve de l'autre. Oui. Et c'est un peu, il y a une analogie avec Brigitte et Emmanuel. Quand même, Brigitte Macron a porté aussi le rêve d'Emmanuel Macron au pouvoir. Ah oui, j'aurais pas fait le lien entre Bernadette Chirac et ce sont des couples un peu semblables sur le plan de l'inspiration. Pourquoi pas ? En tout cas, dans votre livre, on découvre un petit peu justement l'autre part du couple présidentiel. Si ça vous intéresse, c'est aux éditions Duno, première dame sur le divan. Et on va d'abord, je vais donner le nom de notre gagnant. Il habite dans la Sarthe et il s'appelle Frédéric. Il recevra donc ce masseur Lélo. Et on va conclure avec Karine qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai bien compris, c'est la tâche de la femme dans le couple, c'est ça ? La répartition ? Oui, absolument. Allez-y, dites-nous. Alors, nous, c'est clair. Monsieur fait la cuisine et le bricolage. Et moi, je m'occupe plutôt de la déco et du ménage.
D'accord. Donc vous avez bien communiqué et chacun a son ministère, hein, c'est ça? Exact. Et en plus, disons qu'on se complète. C'est-à-dire que moi, quand je veux faire de la déco et que ça demande un peu de bricolage, c'est-à-dire pour le mettre en place, c'est monsieur qui fait. Bien et sûr, la cuisine, oui. c'est pareil, c'est monsieur qui fait la cuisine. Mais alors, qui fait les courses? Eh bien, tous les deux. D'accord. Mais alors, il vous donne le menu avant pour si c'est à vous de faire les courses ou bien vous faites un peu... En gros, on dit ce qu'on veut faire dans la semaine et puis après, on meuble autour. Mais moi, vous savez, Brigitte, moi, dès qu'on arrive l'hiver, le soir, c'est la soupe, c'est tout. Hein. Une soupe de légumes terminée. Ouais, ça va, il s'en tire bien. Ouais, le soir surtout. Ouais. C'est surtout quand il revient du travail, il faut qu'il ait quelque chose de préparé. Donc, monsieur, en général, prépare et... prépare le week-end, on congèle, ou alors quand il arrive, il prépare. En tout cas, ce qu'on en... C'est sûr. D'accord, mais ce qu'on entend, c'est que dans votre couple, c'est assez bien, les choses sont assez bien réglées, hein, il me semble. Ah oui, mais monsieur, il a besoin de ça. Monsieur, il faut que ça soit carré. Donc c'est lui qui a l'initiative de la répartition des tâches? Eh ben non, je parle par rapport à la cuisine. C'est pas moi qui mets mon nez. Même moi, si des fois j'aime cuisiner, ce sera jamais aussi bien fait que quand c'est lui qui le fait. Il y aura bien quelque ça. chose à redire. Donc je lui laisse la place. Quand l'autre cuisine, c'est vachement bien. Hein. Ah oui, mais ça dépend, Joseph. Attention, parce que quand vous avez un mari qui aime bien cuisiner, qui sait très bien cuisiner, vous n'allez pas souvent au restaurant, parce que vous êtes déçu quand vous allez au restaurant. Vous mangez pas aussi bien. D'accord. Et en plus, quand on va au restaurant, il y a une erreur dans une assiette, ça tombe toujours dans la sienne. Ah, il est très critique quand il va au restaurant? Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, enfin, si vous mangez mieux à la maison, on comprend que vous n'ayez pas envie d'aller au restaurant. Mais alors, la question, parce que on sait qu'il y a des hommes qui adorent cuisiner, en général, quand ils aiment cuisiner, ils cuisinent très très bien, sauf que généralement, ils nous laissent la cuisine dans un bordel. Est-ce que c'est son cas ou est-ce qu'il... Il aime bien laver aussi la vaisselle. Ah. Aussi. On a la vaisselle, mais il nettoie derrière lui. Hein. Eh ben, dites donc, vous l'avez trouvé celui-là. Faut le garder. Ah oui, complètement. En plus, il boit pas, il fume pas, c'est formidable. Bon, très bien. Oui. Vous êtes sûr que c'est un homme? Oui, c'est un homme. On est 1m92, 100 kilos, un beau bébé. Eh bien, c'est bien, hein? Oui, comme vous dites. Ah, donc vous avez les avantages, finalement, sans les inconvénients, quoi. Exactement. En plus, il est dédié, vous voyez, donc j'ai droit au colombo, j'ai droit à des plats, vous savez, un peu exotiques et tout. Donc c'est bien quand même. C'est bien. C'est très Gardez-le, hein. Oui, je le garde précieusement. Faut pas qu'il entende trop fort, sinon après il va... Et il vous laisse libre, dans la décoration. Vous pouvez installer... Ah oui, ça c'est pas... Bon, après, si je demande un truc trop compliqué et tout, il m'envoie bouler, mais... Oui, ça va. De ce côté-là, il me laisse quand même gérer. Bon, après, il donne son avis s'il trouve ça beau ou pas, mais j'ai souvent la main libre, oui. Donc finalement, la seule chose que vous avez à faire, c'est le ménage. Le ménage et la déco, Brice, quand même. Oui, enfin, la déco, vous n'allez pas tous les jours changer la déco de votre intérieur, Karine. Non, mais bon, faut faire l'intendance quand même. Acheter le papier toilette, changer les draps, il y a quand même des trucs à faire, vous savez. Il y a de la c'est ça que vous appelez la déco, le papier toilette? Non, je parle de la maintenance, le ménage. La maintenance, oui, bien sûr. Mais enfin bon, ça fait partie du rôle de beaucoup de gens. Mais si vous commencez à dire que ce qu'on fait, c'est pas beaucoup, après, vous voyez, les hommes vont se plaindre, ils vont dire que finalement, on n'a pas beaucoup de boulot. Attendez, la cuisine, c'est quand même une tâche importante. Hein, franchement... Quelle chance. Ah ouais. Et puis en plus, vous dites qu'il le fait vraiment avec un plaisir non dissimulé, quoi. Ah, mais il aime cuisiner, c'est quelqu'un qui aime cuisiner, oui. Il a raté sa vocation? Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais bon, non. Ce qu'il fait, en plus, il est bricoleur, il travaille dans la menuiserie, poseur en menuiserie PVC, alu, bois. D'accord. Oui, donc il a un métier, il est artisan en fait. Il aime. C'est ça, il fait aussi de la peinture, enfin il fait tout quoi. Et alors, est-ce qu'il utilise bien ses mains aussi sur votre corps? Oh oui, vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, non. En général, de toute façon, quand on fait un métier de bouche, pourrais-je dire, quand on fait un métier où on est quand même habile avec ses mains, en règle générale, on est assez dans la sensualité. Et quand on est dans la sensualité, en général, ça marche bien sur ce plan-là. C'est ça, c'est un bon vivant.
Bon, eh bien, donc vous trouvez que vous avez un bon équilibre dans le couple. Ah, mais c'est important, sinon on passerait son temps à chamailler. Hein. Donc là, au moins, chacun a son rôle. Comme ça, l'un déborde pas sur l'autre. Mais vous avez raison. Beaucoup de conflits viennent de choses qui ne sont pas suffisamment claires et on croit toujours que c'est nous qui le faisons alors qu'on voudrait que ce soit l'autre, etc. Tandis que chez vous, c'est clair. Chacun. Bah oui, parce que Brigitte, des fois, vous n'aimez pas cuisiner et peut-être que votre mari l'aime cuisiner. Vous ne lui avez pas posé la question. Ça, vous voyez, c'est des choses comme ça. Au final, on ne pose pas la question à l'autre et puis la femme a ses forces de cuisiner alors qu'elle n'aime pas, alors que le mari l'aimerait beaucoup plus souvent cuisiner parce qu'il aime ça. Donc au final, c'est un manque de communication. On en revient toujours à la même chose et dans votre couple, ça fonctionne très très bien. Eh ben, voilà. C'est parfait. Merci de ce témoignage. Au moins, on voit que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien dans les couples, il me semble. En tout cas, on l'a dit et on le redira jamais assez, il faut communiquer. Voilà. Merci beaucoup Karine. Merci Joseph Agostini. Je rappelle le titre de ce livre, Première dame sur le divan, c'est aux éditions Duno. Voilà. Et puis tout de suite, vous allez retrouver Marie pour C'est votre avenir. Demain, justement, tiens, ça tombe bien, on va reparler de la communication demain, mais d'une manière un peu différente. On sera avec Claude Parisot qui travaille beaucoup en tant que sexothérapeute, notamment avec l'image, avec la théorie Imago. Mais on va essayer de mieux comprendre la communication corporelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par le corps. Et malheureusement, on n'en tient pas suffisamment compte. Et donc, on va essayer de vous éclairer un petit peu sur cette communication corporelle demain. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre